Bienvenue dans Secrètes de recruteur, le podcast qui lève le voile sur les coulisses du recrutement. Je partage avec vous conseils pratiques, astuces concrètes et vérités de terrain pour transformer votre recherche d'emploi en succès. Préparez-vous à découvrir ce que les recruteurs ne disent pas toujours, mais que vous devez absolument savoir. Installez-vous, vos secrets de réussite commencent ici. Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui touche beaucoup de dirigeants de TPE-PME. Comment on fait pour recruter la bonne personne, la fameuse perle rare, quand on n'a pas de service RH dédié? C'est vrai que c'est souvent un vrai casse-tête de devoir jongler entre la gestion quotidienne de l'entreprise et cette recherche essentielle de nouveaux talents. Alors notre discussion va s'appuyer sur un article qui propose une méthode assez pragmatique, pensée spécifiquement pour ça. L'idée de fond, c'est que ce manque de service RH, qu'on voit comme un frein, ça peut devenir un avantage. Parce qu'au final, qui connaît mieux l'entreprise, son esprit, ses vrais besoins, que le dirigeant lui-même? Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer ensemble cette méthode, pas à pas, comment on met en place un processus de recrutement qui tienne la route, de A à Z, du besoin initial jusqu'à l'arrivée du nouveau collaborateur. Voyons voir comment on peut transformer cette proximité en force. Oui, c'est une approche vraiment intéressante. Pour une petite ou moyenne structure, chaque recrutement, c'est stratégique. L'impact peut être énorme sur la dynamique, sur la croissance. Et ne pas avoir de RH formalisé, c'est pas une fin en soi. Une méthode, même simple, mais appliquée avec rigueur, ça peut vraiment faire la différence. Ce qui est assez fascinant, c'est cette idée de voir les choses autrement. Le fait que le dirigeant soit directement impliqué, sa connaissance fine du terrain, ça peut permettre une évaluation plus juste, plus humaine des candidats en fait. Alors, commençons par le début. La base, quoi. Définir précisément ce qu'on cherche. C'est une étape qu'on a tendance à zapper un peu par manque de temps souvent. Absolument. Et c'est une erreur. Parce que c'est vraiment la fondation. Sans ça, on risque de partir dans tous les sens. Et cette fondation, ça demande de se poser les bonnes questions. Pourquoi on recrute, au fond? C'est pour remplacer quelqu'un, pour gérer une surcharge de travail, ponctuelle ou qui s'installe, ou alors pour chercher une compétence qu'on n'a pas du tout en interne. Ah oui, la réponse change tout. Exactement. Ça va conditionner le type de contrat. CDI, CDD, peut-être même un freelance pour une mission précise. Et parfois, la solution, c'est même pas de recruter à l'extérieur. Ça peut être de former quelqu'un en interne ou de réorganiser un peu les tâches. D'accord. Et comment on s'assure qu'on définit bien le vrai besoin? Pas juste une impression ou une habitude? Là, impliquer l'équipe, c'est crucial. Parler avec les futurs collègues de la personne qu'on cherche, ça c'est irremplaçable. Ce sont eux qui vivent le quotidien, qui connaissent les vraies missions, les difficultés, les compétences techniques, mais aussi, et c'est hyper important, les fameuses soft skills qui font que ça va marcher, ou pas. Le savoir-être, l'intégration dans l'équipe. Voilà. Cette discussion, elle permet vraiment d'affiner le portrait robot, d'être beaucoup plus précis. Et une fois qu'on a cette vision plus claire, il faut la mettre noir sur blanc, c'est ça, la fameuse fiche de poste. C'est ça. Et c'est pas juste un papier administratif, c'est vraiment la boussole de tout le recrutement. On y met quoi? Les missions, les responsabilités, les compétences techniques requises, mais aussi ces fameuses compétences comportementales, l'autonomie, l'esprit d'équipe, la capacité à apprendre, et puis les conditions de travail, le contexte. Plus c'est précis, plus ce sera facile d'évaluer les CV après, j'imagine. Tout à fait. Et un petit truc en plus, distinguer dans cette fiche ce qui est absolument non négociable, les must-have, de ce qui serait un plus, les nice-to-have. Ah oui, intéressant ça. Pourquoi? Parce que ça permet de ne pas fermer la porte trop vite à des profils un peu atypiques. Quelqu'un qui n'a pas exactement le diplôme attendu, mais qui a une super expérience ou une motivation incroyable. Si on est trop rigide sur tous les critères, on passe à côté de ces pépites potentielles. C'est là que la PME peut jouer sa carte, en étant plus flexible que les grands groupes avec leurs processus très standardisés. Exactement. C'est un avantage concurrentiel. Ok, donc on a notre profil bien défini, précis, nuancé. Maintenant, comment on fait savoir qu'on cherche cette perle rare? Surtout quand on n'a pas un budget comme énorme. C'est l'étape de la diffusion de l'offre. Le maître mot ici, c'est le ciblage. Faut pas s'éparpiller. Pôle emploi déjà, c'est gratuit et c'est une base incontournable. Il y a souvent de bons profils. Ensuite, il faut regarder les sites spécialisés selon le secteur d'activité ou le type de poste. Et puis, bien sûr, les généralistes comme Indeed ou LinkedIn qui sont devenus quasi obligatoires. Mais l'idée, c'est pas d'être partout à la fois. Non, justement. Qualité avant quantité. Mieux vaut choisir 2 ou 3 plateformes qui semblent les plus pertinentes et y consacrer un peu d'effort, notamment dans la rédaction de l'annonce. Justement, l'annonce.
C'est la vitrine de l'entreprise pour les candidats. Comment on la rend attractive sans pour autant survendre la réalité? C'est un équilibre à trouver. Le titre doit être clair, accrocheur. La description, elle, doit être honnête sur le poste, les missions, les défis aussi, il ne faut pas les cacher. Mais elle doit surtout mettre en avant ce qui rend la TPME unique. Et là, il y a plein d'arguments. La proximité avec le patron, la polyvalence des tâches, l'impact direct sur les projets, l'ambiance de travail, souvent plus conviviale. Ces aspects qu'on trouve moins dans les grandes boîtes. Voilà, il faut jouer là-dessus. C'est ça qui peut séduire des candidats qui cherchent autre chose que l'anonymat des grands groupes. Valoriser sa spécificité. Et le réseau personnel et professionnel, ça compte toujours autant? On entend souvent ça pour les petites structures. Ah, mais c'est hyper puissant. Le bouche à oreille, c'est un levier énorme. Il faut en parler autour de soi. Aux collaborateurs d'abord, qui sont les meilleurs ambassadeurs. Mais aussi aux clients, aux fournisseurs, aux partenaires. Parfois, un simple post sur LinkedIn du dirigeant ou même partagé par un employé, ça peut toucher la bonne personne, y compris des gens qui ne sont pas activement en recherche, mais qui seraient ouverts à une opportunité sympa. Faut pas négliger cette piste. D'accord. Donc, profil défini, annonce bien rédigée, diffusée sur les bons canaux, le réseau activé, et là, bingo, les candidatures arrivent. Mais c'est là qu'un nouveau défi se présente pour le dirigeant. Trier tout ça efficacement. Et surtout, éviter l'erreur de casting, parce que ça peut faire très mal. Oui, là, il faut de la méthode et de la rigueur. Pour éviter le tri au feeling, qui est souvent plein de biais, le mieux, c'est de se créer une petite grille d'évaluation simple. On la base sur les critères clés qu'on a mis dans la fiche de poste, et on passe chaque CV, chaque lettre, au crible de cette grille. On met des points, on essaye d'objectiver au maximum cette première sélection. Ça demande un peu de discipline au début, mais ça évite de se perdre et ça rend le tri plus fiable. Exactement. Et ça fait gagner du temps au final. Autre point important, la communication avec les candidats. Ah oui, le fameux trou noir où les candidats n'ont jamais de réponse. C'est terrible pour l'image de l'entreprise. C'est clair. Même si on n'a pas de service RH, préparer quelques modèles de réponse type, c'est pas sorcier. Un mail pour accuser réception, un autre pour dire non poliment, un pour inviter en entretien. Et s'astreindre à répondre à tout le monde, même négativement, c'est une marque de respect élémentaire. Ça compte énormément pour la réputation. Ok, le tri est fait. On a sélectionné quelques profils pour un entretien. C'est le moment clé. Comment on mène un bon entretien quand on n'est pas un recruteur professionnel? La préparation, encore et toujours. Avoir une trame d'entretien, ça ne veut pas dire lire ces questions bêtement, hein. Ça veut dire avoir réfléchi aux points importants qu'on veut aborder. Prévoir des questions pour évaluer les compétences techniques, bien sûr, mais aussi des questions comportementales. Comment réagirez-vous si? Ou des petites mises en situation pour voir comment la personne réfléchit, communique, résout un problème. Sortir du simple « parlez-moi de vous ». Voilà. Prévoir aussi le temps nécessaire. 45 minutes, 1 heure, c'est bien. Et un endroit calme où on ne sera pas dérangé. Et, si c'est possible, faire l'entretien à 2. Ah oui, avec qui par exemple? Avec un futur collègue direct de la personne, par exemple. Ça permet de croiser les regards, d'avoir un autre ressenti. C'est souvent très riche et ça limite la subjectivité d'une seule personne. Bonne idée, le regard croisé. Est-ce qu'il y a des choses qu'on oublie souvent à cette étape de l'entretien? Oui, 2 choses assez classiques, souvent zappées par manque de temps. La vérification des références. Ah oui, appeler les anciens employeurs. On n'ose pas toujours. Et pourtant, Avec l'accord du candidat, bien sûr. Prendre 15 minutes pour appeler un N+1 ou un collègue mentionné, ça peut apporter un éclairage vraiment précieux. Confirmer une impression, nuancer un propos, c'est souvent très instructif. Et votre point, ce sont les tests pratiques ou les mises en situation concrètes, surtout pour les postes techniques ou créatifs. plutôt que de juste parler de ce qu'ils savent faire, on leur demande de le montrer un peu. C'est souvent bien plus révélateur qu'une longue discussion théorique. C'est un investissement en temps, mais ça peut éviter de grosses déceptions plus tard. On avance bien, hein. On a trouvé le candidat idéal, maintenant il faut conclure. La négociation, notamment salariale, et puis toute la partie administrative. Comment on gère ça sans service juridique ou RH? Pour le salaire, la clé, c'est d'arriver préparé. Il faut s'être renseigné avant. Ça vaut combien sur le marché, un profil comme ça, dans ma région? Il y a des outils pour ça, comme les études de l'APEC, les grilles de salaire sectorielles. Il faut avoir une idée réaliste. Et si on ne peut pas s'aligner sur les salaires des grands groupes, alors il faut avoir préparé son argumentaire sur tout le reste. Les avantages non financiers, les perspectives d'évolution rapide, la formation, la flexibilité des horaires, la bonne ambiance, la participation éventuelle aux résultats. Tous ces éléments ont une valeur et il faut savoir les mettre en avant, ne pas se focaliser que sur le salaire brut. Voilà, il faut présenter le package global.
Et que pour la paperasse, le contrat de travail, les déclarations, ça peut faire un peu peur, hein. Faut pas paniquer. Pour le contrat de travail, on peut partir de modèles, mais le conseil numéro 1, c'est de le faire relire et valider par son expert comptable ou un avocat spécialisé. C'est une sécurité indispensable. Ensuite, il y a la DPAE, la déclaration préalable à l'embauche. Ça, c'est simple, ça se fait en ligne, mais c'est obligatoire et il faut le faire avant le premier jour de travail. C'est ce qui officialise l'embauche auprès de l'URSSAF et des autres organismes. Ok, DPAE, c'est noté. Et d'autres documents? Préparer ce qui sera utile dès l'arrivée. Le règlement intérieur, s'il y en a un, les infos sur la mutuelle, la prévoyance, organiser la visite médicale d'embauche si nécessaire, anticiper un peu pour que tout soit prêt le jour J. Super, le contrat est signé, on peut sabrer le champagne. Mais c'est pas encore tout à fait fini, n'est-ce pas? Il reste une étape cruciale qu'on a tendance à négliger, l'intégration. Ah oui, fondamentale. Un recrutement même parfait sur le papier peut échouer si l'intégration est ratée. Et ça, c'est un risque de départ précoce, et on repart à zéro, donc non, ça ne s'arrête pas à la signature. Comment on prépare bien cette arrivée alors? Ça se prépare en amont. Le jour J, le poste de travail doit être prêt. Bureau propre, ordinateur installé et fonctionnel, les accès informatiques créés. C'est la base, mais ça montre qu'on attendait la personne. Il faut aussi informer l'équipe de l'arrivée, du rôle de la personne. Et une bonne pratique, c'est de désigner un parrain ou un tuteur informel. Quelqu'un de l'équipe qui va guider le nouvel arrivant les premiers jours, répondre aux questions pratiques, faciliter les présentations. Ça aide à se sentir accueilli et moins perdu. Énormément. Et au-delà du premier jour, il faut penser à un petit parcours d'intégration pour les premières semaines. Quelque chose de compliqué? Non, pas forcément, ça peut être simple. Prévoir des points réguliers avec le manager, des rencontres avec les personnes clés, des autres services, des petites formations sur les outils ou les process spécifiques de l'entreprise. Donner des objectifs clairs mais progressifs pour que la personne monte en puissance tranquillement. Et surtout, garder le contact, j'imagine. Surtout, faire des points formels et informels réguliers avec le nouveau collaborateur, en particulier pendant la période d'essai. L'écouter, prendre son feedback, répondre à ses interrogations, détecter s'il y a des difficultés et ajuster le tir si besoin. Il faut aussi demander discrètement l'avis de l'équipe, comment ça se passe, comment ils sentent l'intégration. Ok, on a déroulé tout le processus pour un recrutement donné. Mais pour voir plus loin, comment une TPE-PME peut améliorer sa façon de recruter sur le long terme sans y mettre des moyens démesurés? L'idée, c'est de passer d'une logique purement réactive « oh là là, il me faut quelqu'un vite » à une approche un peu plus proactive, plus stratégique. Et un levier important pour ça, c'est de travailler sa marque employeur. La marque employeur, même pour une petite boîte? Oui, absolument. Chaque entreprise, même petite, a sa propre culture, ses valeurs, sa façon de fonctionner, son ambiance. C'est ça, sa marque employeur. L'idée, c'est de la rendre visible, de la communiquer de manière authentique. Comment on fait ça, concrètement? Sur son site web, sur les réseaux sociaux si on en a, et bien sûr, dans les offres d'emploi elles-mêmes. Mettre en avant ce qui fait l'ADN de l'entreprise. Ça permet d'attirer des candidats qui se reconnaissent là-dedans, qui sont sur la même longueur d'onde. Et qui sont les meilleurs pour parler de cette marque employeur? Les collaborateurs actuels, leur témoignage, le fait qu'ils se sentent bien, la façon dont ils parlent de l'entreprise autour d'eux, c'est la meilleure pub possible. On peut encourager ça, mettre en avant les parcours internes, les réussites. Ça construit une image positive et attractive de l'intérieur. Une autre idée qu'on entend parfois, c'est de se constituer un vivier de candidats. Ça paraît un peu complexe à gérer sans outils RH, non? Pas forcément si on commence simple. Un vivier, ça peut être au début un simple fichier Excel bien organisé. L'idée, c'est de garder une trace des bons candidats qu'on a rencontrés, mais qu'on n'a pas pu recruter sur le moment, faute de poste adéquat. On note leurs points forts, le type de job qui pourrait les intéresser, et quand un nouveau besoin apparaît, hop, on regarde d'abord dans ce vivier avant de lancer une nouvelle campagne de recrutement coûteuse en temps et en argent. C'est du bon sens en fait, capitaliser sur les efforts déjà faits. Exactement. Ça demande juste un peu d'organisation et de penser à recontacter ces personnes en priorité. Et pour boucler la boucle, comment on s'assure que tout ce processus s'améliore au fil de l'eau? C'est l'apprentissage continu. Après chaque recrutement, qu'il soit réussi ou moins, il faut prendre un petit temps de recul. Qu'est-ce qui a super bien marché? Où est-ce qu'on a galéré? Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois? Documenter ce qui fonctionne bien, créer ses propres outils réutilisables, la grille d'évaluation qui va bien, la trame d'entretien type, la checklist pour l'intégration. C'est comme ça qu'on capitalise sur l'expérience et qu'on rend les recrutements suivants plus efficaces, plus rapides et plus pertinents. C'est un cercle vertueux d'amélioration.
Bon, ben voilà une feuille de route assez complète. Ce qu'on peut retenir, c'est que oui, recruter sans service RH dédié, c'est possible pour une TPE-PME. C'est même une chance de faire les choses différemment, en misant sur quoi? Sur la proximité, sur la connaissance fine de ses propres besoins et sur une méthode structurée, même si elle est simple. C'est clair que ça demande un investissement en temps, en rigueur, mais le retour sur investissement, c'est la qualité des équipes et, au final, le développement de l'entreprise. Tout à fait. C'est la preuve qu'une petite structure peut attirer les talents dont elle a besoin pour grandir. Et ça ouvre une dernière réflexion, peut-être pour aller un peu plus loin. Si c'est le dirigeant ou quelqu'un de très proche du terrain qui mène ce recrutement de façon si directe, si personnalisée, est-ce que ça ne crée pas aussi une occasion unique? L'occasion, peut-être, en rencontrant les candidats, de détecter non seulement la personne pour le poste tel qu'on l'avait défini, mais aussi un potentiel, des compétences, une vision un peu inattendue. Quelque chose qui pourrait non seulement enrichir le poste, mais qui sait, peut-être même faire évoluer un peu l'entreprise, ouvrir de nouvelles portes. Intéressant. Ce recrutement au plus près comme un révélateur de potentiel caché. C'est une pensée stimulante. Merci beaucoup pour cet éclairage et merci à tous de nous avoir suivis pour cette exploration. À très bientôt pour une nouvelle analyse. Merci d'avoir écouté Secrets de recruteur. J'espère que ces conseils vous aideront à avancer vers le job qui vous correspond vraiment. Pour retrouver encore plus d'astuces, de ressources et nos dernières opportunités, rendez-vous dès maintenant sur www.recrute-talent.fr. Et si ce podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous pour aider d'autres candidats. À très bientôt pour un nouvel épisode.